Voici un atelier de construction métallique où l'on met en œuvre le soudage MIG-MAG. Le soudage MIG-MAG est un procédé de soudage à l'arc sous protection gazeuse dans lequel le fil électrode fusible est continuellement amené à une tête de soudage dont le rôle est la mise sous tension du fil et la distribution du gaz de protection. On obtient ainsi des soudures propres pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'éliminer le laitier, comme en soudage avec des électrodes enrobées. C'est un procédé dit semi-automatique, car si le fil électrode arrive d'une manière continue, le soudeur intervient dans le déplacement de la torche qu'il tient à la main. Mais le soudage MIG-MAG peut aussi être mis en œuvre en automatique, si la tête de soudage est montée sur un chariot automoteur, ou robotisé, si la tête de soudage est montée sur un robot. Dans ce cas, l'opérateur contrôle le bon déroulement de l'opération. Mais que signifie MIG-MAG? Eh bien, le sigle MIG est formé par les initiales des mots anglais Metal Inert Gas et le sigle MAG par ceux de Metal Active Gas. Il y a donc des gaz qui assurent seulement la protection du métal fondu. Ce sont les gaz inertes, l'argon ou l'hélium. Aucune réaction chimique n'a lieu entre le métal liquide et le gaz. Mais il y a aussi des gaz actifs, le dioxyde de carbone, couramment appelé CO2, ou des mélanges activés par de l'oxygène ou par du CO2. Dans ce cas, des réactions chimiques ont lieu entre ces gaz et le métal fondu. C'est-à-dire que la composition chimique du métal fondu évolue. Le soudage MIG-MAG est un procédé largement utilisé dans l'industrie. On construit ainsi des éléments de grue, ce pont au-dessus de l'eau, des caisses de TGV. Car en fait, le soudage MIG-MAG est partout présent et son utilisation augmente sans cesse. Dans les ateliers, on rencontre de nombreuses installations de soudage MIG-MAG qui semblent souvent bien différentes les unes des autres. Mais toutes ces installations sont conçues selon un même schéma et comportent les éléments suivants. Un pistolet ou une torche. Un faisceau comprenant des canalisations et la gaine d'amener de fil. Un coffret de commande. Un dévidoir. Un générateur. Une bouteille de gaz et son débitmètre. Et le plus souvent, un système de refroidissement. Pistolet, torche. Pistolet ou torche, la différence n'est pas grande. C'est avant tout l'outil du soudeur. Et malgré sa robustesse apparente, c'est un outil délicat qu'il faut entretenir. Outre le corps et la poignée, la torche comporte 3 accessoires principaux. Un contacteur, que les soudeurs appellent la gâchette. C'est par la gâchette que l'on commande l'ouverture du gaz, le dévidage et la mise sous tension du fil. Un tube contact. Le tube contact assure le guidage du fil et son contact électrique. Une buse. La buse canalise le gaz sur le bain de fusion. Pour assurer
un bon contact électrique et un bon guidage du fil, le diamètre de perçage du tube contact doit correspondre au diamètre du fil utilisé. La buse ne doit pas avoir des fuites de refroidisseur. Et pour bien canaliser le gaz, elle doit être propre. Elle ne doit donc pas être plus ou moins obstruée par des projections. La torche est reliée aux autres appareils par des canalisations groupées en un faisceau, se terminant par une prise de connexion. C'est pourquoi, dans le faisceau, on trouve le câble de commande relié à la gâchette, la circulation du fluide de refroidissement, le câble d'amener du courant de soudage, la canalisation de gaz de protection et surtout la gaine d'amener de fil. Le faisceau est souple, mais il ne faut pas lui faire des angles ou des nœuds, car le fil n'arriverait pas régulièrement. Le coffret de commande, véritable cerveau de l'installation, n'est dans la pratique qu'une boîte fermée où n'intervient pas le soudeur. Il contient les électrovannes de gaz, de fluide de refroidissement, les contacteurs de puissance du courant de soudage et les circuits électroniques de commande. Voici un dévidoir. Le dévidage du fil d'apport est une opération apparemment simple, mais qui risque de donner des soucis si l'on n'a pas pris quelques précautions. En effet, le fil est entraîné par des galets qui doivent le serrer correctement, ni trop peu. Trop, le fil serait marqué et circulerait mal dans la gaine et l'userait très vite. Trop peu, il glisserait et ne serait pas entraîné. Le fil est guidé par des guides-fils qui doivent être disposés au plus près des galets. Trop loin, le fil est lâche et se met en plot. Le fil, entraîné par les galets, se déroule de la bobine qui tourne presque librement, mais pas trop librement, car alors, lorsqu'on s'arrête de souder, la bobine continuerait de tourner et le fil s'en mêlerait. Il faut donc toujours régler correctement le frein. Dans l'installation que nous venons de voir, le fil est poussé depuis la bobine jusqu'à la torche. Ce n'est pas le seul système. Le fil peut aussi être tiré depuis la torche. Et en combinant les deux systèmes, le fil est alors poussé et tiré. Ces dernières dispositions sont d'ailleurs utilisées pour les petits diamètres de fil du générateur et sur le coffret de commande. Paramètres électriques, tension, paramètres mécaniques, vitesse de fil. On peut rajouter sur certains appareils une commande à distance, permettant au soudeur d'affiner les réglages pendant qu'il est en train de souder. On trouve aussi deux bornes, plus et moins. Car en soudage MIG-MAG, c'est toujours du courant continu qui est utilisé. Le plus est relié à la torche, c'est-à-dire au fil, et le moins à la pièce par l'intermédiaire du connecteur de retour. Quant à la bouteille de gaz, elle n'appelle pas beaucoup de commentaires. C'est plutôt du gaz lui-même dont il faut parler. Ce qui sera bientôt fait. En soudage MIG-MAG, les résultats obtenus dépendent du choix judicieux du gaz et du fil. Il existe de nombreux fils
De même qu'il existe de nombreux gaz ou mélanges de gaz. Les gaz sont livrés dans des bouteilles en acier et les ogives de ces bouteilles sont peintes avec des couleurs différentes qui servent à l'identification du gaz qu'elles contiennent. Dans les bouteilles, les gaz sont très fortement comprimés, 196 bars. En soudage, pour utiliser les gaz, il faut les détendre et en régler le débit. C'est le rôle du détendeur débitmètre que l'on visse sur le robinet de la bouteille. Le débit du gaz est en général compris entre 10 et 25 litres par minute. Mais venons-en à quelques exemples d'utilisation des gaz. Voici deux bouteilles. Une bouteille d'argon, son ogive est jaune, et une bouteille d'hélium, son ogive est marron. Ces deux gaz sont utilisables pour le soudage de tous les métaux. Maintenant, voilà une bouteille avec une ogive marron et une bande jaune. Là, il s'agit d'un mélange de gaz. À de l'hélium, comme l'indique l'ogive marron, on a ajouté de l'argon, la bande jaune. Ce mélange est utilisé en soudage d'aluminium, de titane, de zirconium, d'alliage léger ou cuivreux. Ogive jaune et bande blanche, voici un autre mélange. À de l'argon, on ajoute de l'oxygène. Ce mélange est utilisable pour les aciers dits inoxydables. Le dioxyde de carbone, enfin le CO2, est contenu dans des bouteilles dont l'ogive est grise. Il est utilisé pour l'acier courant. De même que le mélange argon-CO2, dont les couleurs sont ogive jaune et bande grise. 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,6, 2,4 mm. Ce sont les diamètres normalisés des fils qui sont livrés sous forme de bobines ou de couronnes dans de nombreuses nuances d'acier, d'alliage léger ou cuivreux. Ce sont des fils que l'on appelle fils pleins. C'est-à-dire qu'il s'agit de fils dont la section est homogène. Car il existe aussi des fils fourrés, utilisables surtout pour le soudage de l'acier, ou avec des nuances spéciales pour effectuer des rechargements. Leur diamètre est généralement de 1,6 ou de 2,4 mm. Il existe des fils fourrés donnant un laitier. Dans ce cas, il faut piquer celui-ci après soudage. Mais comme il protège le métal fondu, on peut l'utiliser sans gaz. D'autres fils déposent des cordons sans laitier. Le rôle du fourrage est uniquement d'ajuster la nuance des métaux déposés et d'augmenter le rendement. Ceux-ci sont utilisés avec gaz, du CO2, ou des mélanges argon-CO2. En soudage sous gaz, le fil fond de trois manières. La première est dite fusion par court-circuit. Une centaine de fois par seconde, il se forme une petite goutte à l'extrémité du fil. Cette goutte grossit et quand elle est suffisamment grosse, elle touche le bain de fusion. C'est le court-circuit. Avec un claquement, elle se libère et le cycle recommence.
La seconde manière est dite fusion en grosses gouttes. Les gouttes sont moins nombreuses et plus grosses. Elles mesurent 2 à 3 fois le diamètre du fil. Généralement, elles se détachent avant de tomber dans le bain et les courts-circuits sont très rares. La troisième manière est dite fusion en pulvérisation axiale. Dans ce cas, le mode de fusion est différent. L'extrémité du fil se taille en pointe et il fond régulièrement en très fines gouttelettes qui semblent former une veine continue de liquide. Selon le gaz ou le mélange de gaz utilisé, certains modes de fusion sont possibles et d'autres ne le sont pas. Ainsi, avec les gaz inertes, l'argon ou l'hélium, la fusion en court-circuit ne peut pas être obtenue. Mais la fusion en grosses gouttes et la fusion en pulvérisation axiale le sont. Avec les gaz activés par mélange d'oxygène ou de CO2, les 3 modes de fusion sont possibles. Les gaz actifs, comme le CO2, permettent le court-circuit et la grosse goutte, mais ne permettent pas la pulvérisation axiale. La fusion du fil dépend aussi de la tension et de l'intensité du courant. Or, en soudage MIG-MAG, dans la plupart des appareils, le réglage de l'intensité n'est pas directement accessible au soudeur. C'est en fait par l'intermédiaire de la vitesse de déroulement du fil qu'il peut agir sur l'intensité. Aussi, maintenant, ne parlerons-nous que de la vitesse du fil et plus du tout de l'intensité. En général, si la vitesse de déroulement du fil est faible et la tension basse, la fusion se fera par court-circuit. À vitesse moyenne et à tension moyenne, la fusion s'effectuera en grosses gouttes. Alors que vitesse et tensions élevées conduisent le fil à fondre en pulvérisation axiale. Bien. Et maintenant, posons-nous un petit problème. Si l'on ajoute une ogive jaune à une tortue et à une tension moyenne, comment le fil va-t-il fondre? Réfléchissez, dans 10 secondes, nous vous donnerons la réponse. Eh bien, le fil va fondre en grosses gouttes. En soudage MIG et MAG, les tensions de soudage sont en général comprises entre 15 et 45 volts. Nous avons vu que la tension a une influence sur la manière dont le fil va fondre. Reprenons cela avec un exemple. Soudons de l'acier doux avec comme gaz un mélange argon-CO2. Avec ce gaz, tous les modes de fusion sont possibles, donc pas de problème de ce côté. Nous utilisons 3 diamètres de fil, 0,6, 1,2, 2,4 mm. Premier cas, fil de 0,6 mm de diamètre. Les tensions utilisées se situent entre 16 et 24 volts. Après avoir ajusté comme il convient les vitesses de fil, on constate que dans la plage bleue, celle de l'escargot, le fil fond en court-circuit. Dans la plage verte,
celle de la tortue, le fil fond en grosses gouttes. Et enfin, dans la plage orangée, celle du lièvre, le fil fond en pulvérisation axiale. Continuons, voulez-vous? Deuxième cas, fil de 1,2 mm de diamètre. Là, les tensions sont comprises entre 21 et 35 volts. Et l'on a, avec les mêmes couleurs, les mêmes modes de fusion. En bleu, la fusion en court-circuit. Écoutez le bruit de la fusion. En vert, la fusion en grosses gouttes. En orange, la fusion en pulvérisation axiale. Troisième cas, fil de 2,4 mm de diamètre. Les tensions sont maintenant comprises entre 30 et 40 volts. En bleu, en vert, en orange. Donc, plus le diamètre du fil est important, plus les tensions d'utilisation doivent être élevées. Plus le diamètre du fil augmente, plus les fourchettes de tension s'élargissent. Problème. Prenons 3 fils. 0,6, 1,2, 2,4 mm de diamètre. Si l'on affiche 22 volts sur l'appareil de soudage et que l'on règle comme il convient la vitesse de déroulement des fils, comment fondront-ils? Voici la réponse. Le fil de 0,6 mm fondra en pulvérisation axiale et il faudra une vitesse de fil élevée. Le fil de 1,2 mm fondra en court-circuit et il faudra régler une faible vitesse de fil. Et le fil de 2 mm 4 ne pourra pas être utilisé. Regardez un arc. Il n'a pas toujours la même longueur. Il faut donc, pour que tout marche bien, que le fil arrive à la vitesse convenable pour que l'arc conserve sa bonne longueur à l'extrémité du fil. Si le fil arrive trop lentement, l'arc remonte dans la torche et se soude à l'extrémité du guide-fil. Par contre, si le fil arrive trop vite, il ne peut pas fondre et il écrase l'arc. Et on dit qu'il tape dans le bain. Donc, chaque régime de fusion correspond à un bon équilibre entre l'arrivée du fil et la tension d'arc, c'est-à-dire à une longueur d'arc précise. Ainsi, pour un diamètre de fil donné, des tensions et des vitesses de fil relativement élevées conduisent à des régimes d'arc, c'est-à-dire que l'arc est toujours allumé, la fusion se faisant en grosses gouttes ou en pulvérisation axiale. L'équilibre vitesse de fil, tension est obtenu assez facilement. Par contre, dans le régime en court-circuit, les tensions sont relativement faibles. L'arc est court. Le fil arrive, la petite goutte fondue formée à son extrémité est écrasée dans le bain et l'arc s'éteint. C'est un court-circuit.
il y a claquement et l'arc se rallume. Le phénomène reprend. Vous avez entendu le bruit particulier. Dans ce régime en court-circuit, l'équilibre vitesse de fil, tension est plus difficile à obtenir que pour les autres modes de fusion. Aussi, pour faciliter les réglages et régulariser la fusion du fil, les générateurs sont-ils pourvus d'un élément de réglage supplémentaire, l'inductance. Sur la face avant des générateurs, on trouve un bouton de réglage permettant de faire varier la valeur d'inductance. Cette inductance, que les soudeurs appellent self, tempère les claquements et projections en diminuant la valeur du courant de court-circuit ou courant de crête. Enfin, un dernier paramètre, le gaz. Outre qu'il conditionne les modes de fusion, comme on l'a déjà dit, le gaz, ou le mélange gazeux utilisé, donne des aspects de cordon, des pénétrations et des profils différents. Le débit du gaz n'a pratiquement pas d'influence. Il doit seulement être suffisant pour assurer une bonne protection. Le débit est de l'ordre de 10 à 25 litres par minute. Maintenant, soudons. Et comme exemple, nous allons souder des aciers de construction d'usage courant. Mais avant, voyons ce que nous devons préciser. Il y a le mode de fusion du fil, le diamètre du fil, le gaz, la préparation des bords, le sens d'avance. Alors, à votre avis, comment choisit-on le mode de fusion du fil? Eh bien, tout simplement, suivant le travail à effectuer. Non, c'est très sérieux. Écoutez-moi. La fusion en court-circuit donne des petits bains, donc la maniabilité est bonne. Tout naturellement, on soudera ainsi des tôles d'acier minces et on effectuera les passes de pénétration ou encore tout ce qui est en position. Par contre, en pulvérisation, nous aurons un gros bain, donc peu maniable, et à utiliser exclusivement en ce qui concerne les aciers, en soudage à plat, en passe de remplissage, ou encore en angle en gouttière. Mais laissez-moi vous poser une question. D'après vous, quand utilise-t-on la grosse goutte? Rappelez-vous le tableau. En MAG, la pulvérisation axiale n'est obtenue qu'avec les gaz activés, argon, CO2. En CO2 pur, ce n'est pas possible. Aussi, avec du CO2 pour les passes de remplissage, on utilise la grosse goutte. C'est une solution économique pour le soudage des aciers d'usage général. Parlons un peu du diamètre du fil. En théorie, tout est possible, mais pratiquement. On ne travaille pas en court-circuit avec des fils plus gros que 12 dixièmes. Car, pour l'acier, avec du CO2 et des gros fils utilisés en court-circuit, on a des soufflures et des projections. Par contre, avec du fil fin, les cordons sont sains. Et pour limiter ces projections, ainsi que pour utiliser de gros fils, on choisira un mélange argon-CO2. L'arc sera plus stable et la section du cordon ne sera plus tout à fait la même. D'ailleurs, avec de l'argon pur, elle est encore différente. Et l'on fait des caniveaux. Des caniveaux que l'on évitera en mettant un peu d'oxygène dans l'argon.
Mais ces gaz sont trop chers pour être utilisés sur de l'acier ordinaire. C'est plutôt pour de l'acier inoxydable qu'on les adoptera. Parlons maintenant des préparations. Dans les joints bout à bout, jusqu'à 4 mm d'épaisseur, les tôles restent à bord droit. Elles sont jointives jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur. Au-dessus, on laisse un écartement équivalent à la moitié de l'épaisseur. Et ceci pour toutes les positions, à part peut-être pour la descendante, où il est environ égal à l'épaisseur. Mais au-delà de 4 mm, on chanfreine à 60 degrés et on ne fait pas de méplat, avec un écartement de 2 mm pour toutes les positions. Enfin, il ne nous reste plus qu'à décider du sens de soudage en poussant ou en tirant, ou en langage plus technique, à gauche ou à droite. À gauche, comme ici, on pénètre moins et c'est facile. Et là, à droite, on pénètre plus et on charge davantage. À vous de choisir. Toutefois, si l'on soudait avec du fil fourré, il faudrait souder à droite. Au fait, sans oublier la distance pièce-torche. Elle est d'environ 2 cm pour le fil plein et de 4 cm pour le fil fourré. Et maintenant, si vous soudez, protégez-vous correctement. Portez un casque pour avoir les mains libres et adaptez-y un verre comme il faut. Selon les modes de fusion et les matériaux, le verre sera plus ou moins teinté. En général, plus que pour le soudage à électrodes enrobées, car ici l'arc est nu. Il n'est pas atténué par la fusion d'un enrobage, alors il brille. Le tablier, comme les manchettes ou le boléro, vous protégeront des projections et des rayonnements. N'oubliez pas vos gants. Et ne soyez pas égoïste, pensez aux autres. Disposez, comme ce soudeur, des rideaux pour le voisinage. Enfin, ne soudez pas dans des atmosphères confinées ou en contrebas. Prévoyez toujours une bonne ventilation, mais sans courant d'air, car le gaz de protection serait chassé. Et gare aux soufflures. Le soudage MIG pulsé est différent du soudage MIG traditionnel, tel que nous venons de le voir, par le fait que le courant de soudage utilisé n'est plus constant en intensité. Il comporte des pulsations régulières. Curieusement, l'expression MIG-MAG n'est jamais utilisée pour cette variante de procédé. Si les matériels utilisés sont sensiblement les mêmes, le générateur est maintenant pourvu d'un circuit électronique de puissance spécialement conçu pour obtenir ces pulsations de courant. En soudage MIG conventionnel, on utilise un courant de soudage dit continu, c'est-à-dire un courant qui, à chaque instant, conserve la même valeur. Oui, quel que soit l'instant où l'on mesure celui-ci, il conserve bien la même valeur. Un courant pulsé varie avec le temps. On mesure des valeurs hautes, on dit aussi des pics, et des valeurs basses. Les valeurs hautes, les pics de courant, ou encore intensité de pic, que les soudeurs appellent I-pic, correspondent à des temps chauds. Les valeurs basses de courant, ou encore
intensité de base, que les soudeurs appellent I base, correspondent à des temps froids. Une autre valeur de courant qui se situe entre I pic et I base est importante à connaître. La valeur moyenne IM. Nous allons d'ailleurs voir très bientôt pourquoi. En MIG pulsé, le transfert du métal s'apparente à un transfert par pulvérisation axiale, comme nous l'avons vu précédemment en MIG-MAG traditionnel. Quand le circuit électronique laisse passer le courant de pic, ce qui correspond à une pulsation, on a transfert d'une goutte de métal fondu dans les conditions d'une pulvérisation axiale. Nous sommes alors dans un temps chaud. Quand le circuit électronique ne laisse passer que le courant de base, la valeur de courant est basse. Il n'y a pas de transfert de métal, mais l'arc électrique est maintenu et le fil s'émousse à son extrémité. Nous sommes alors dans un temps froid. Puis le cycle recommence. On obtient en fait un transfert du type pulvérisation axiale périodique avec une goutte de métal transférée par pulsation. Grâce aux valeurs basses de courant, I base, le courant moyen est modéré et le bain reste petit et maniable, contrairement à celui que l'on obtenait lors du transfert par pulvérisation axiale en soudage MIG traditionnel. Avec ce petit volume de bain, il devient plus facile d'assurer la pénétration ou la conduite du bain en position. C'est ainsi que, sur acier, le soudage MIG pulsé remplace avantageusement Voici une jolie soudure, à l'endroit comme à l'envers. Elle ne présente aucun défaut, elle est régulière, pas trop bombée, bien pénétrée, les bords sont parfaitement alignés et la coupe transversale que l'on a préparée pour faire ce que l'on appelle une macrographie montre que la soudure est saine. C'est donc une bonne soudure. Mais les soudures ne sont pas toutes sans défaut. Voilà une soudure trop bombée. À l'endroit, la surépaisseur est excessive. Cela peut être dû à l'utilisation d'un fil de diamètre trop important ou à une vitesse de soudage trop faible. C'est un défaut assez grave,
car il entraîne un effet d'entaille au raccordement brutal de la surépaisseur avec la tôle. Un peu comme les caniveaux d'ailleurs. Les caniveaux se produisent quand on a trop de courant, quand on va trop vite, ou en passe large quand on ne s'arrête pas suffisamment sur les bords. À l'envers d'une soudure, la pénétration peut être excessive. Une pénétration excessive entraîne également un effet d'entaille. C'est un défaut dû à un écartement trop important des bords, à une avance trop lente, ou encore à un courant trop fort, ou à un diamètre de fil trop gros. Au contraire, si l'écartement est trop faible, et le courant lui aussi faible, on peut avoir alors le défaut inverse, c'est-à-dire un manque de pénétration. Comme la surépaisseur excessive et les caniveaux, le manque de pénétration entraîne un effet d'entaille. Le mauvais alignement des bords est aussi un défaut, car la soudure ne travaille pas correctement et il peut en plus engendrer un manque de liaison. C'est pourquoi, avant de commencer de souder, et pour éviter tous ces défauts, le soudeur doit vérifier l'alignement et l'écartement des bords, ainsi que ses réglages, car le début du soudage entraîne une situation irréversible. Si une soudure ne présente aucun défaut extérieur, comme ceux que l'on vient de décrire, peut-on être bien sûr qu'elle ne comporte aucun défaut? Regardez cette radiographie. Vous voyez les points noirs? Ce sont des soufflures. La soudure est poreuse. Les soufflures sont des poches de gaz qui ont été emprisonnées au moment de la solidification. Les courants d'air, le soudage sur pièces sales ou l'utilisation de fils oxydés favorisent la formation des soufflures. Ces autres taches noires, qui n'ont pas la même forme, ce sont des inclusions. Car, en soudage avec fil fourré, si on ne nettoie pas comme il faut, on peut conserver du laitier entre les passes. Et même en fil plein, il peut y avoir des inclusions. Il s'agit alors de silicates qui se fixent à la surface du cordon. Voici un collage. C'est un défaut difficile, voire impossible à déceler en radiographie. Mais c'est aussi un défaut grave, car la liaison n'est pas assurée à cet endroit. L'examen à la loupe montre ici comment se présente un collage. Le métal liquide a coulé sur l'une des pièces qui n'a pas fondu. On fait généralement des collages en allant trop vite, en court-circuit ou en grosses gouttes, ou bien quelquefois en voulant trop charger sa soudure, en pulvérisation axiale. Les traits rouges qui apparaissent ici pendant un essai de ressuage sont des fissures. Lorsqu'elles sont dans le cordon, comme ici, elles sont dues à un courant trop fort, et souvent quand la section du cordon est plus haute que large. Mais il y en a d'autres qui sont situés à côté du cordon, dans le métal que l'on assemble. Et pour les voir, il faut souvent regarder au microscope. Voici une micrographie, c'est-à-dire ce que l'on voit au microscope au grossissement de 200. Le cordon apparaît plus clair à droite. Le métal assemblé à côté du cordon, à gauche, est plus sombre. Il est fissuré. Ces fissures n'apparaissent que sur certains aciers. Quand elles se sont un peu propagées, la radiographie montre les fissures sous la forme de petites lignes sombres. Les amorçages parasites sont des défauts graves, car ils entraînent souvent des petites fissures. Il est pourtant bien facile, avec un peu de soin, de les éviter. Mais dans le fond,
Comment réalise-t-on une bonne soudure? Eh bien, c'est avant tout en évitant d'utiliser tous ces trucs ou ces combines qui peuvent effectivement donner un bel aspect, mais combien illusoire vis-à-vis de la qualité. Mais c'est aussi grâce à une bonne connaissance technologique du procédé et au respect scrupuleux des conseils de préparation et des consignes de soudage que le soudeur qui aime son métier sera fier d'avoir effectué un bon travail, c'est-à-dire une bonne soudure.